Ah, ça enregistre. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nouvel épisode, plus gros que la dernière fois. C'est un épisode que tu attendais depuis. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on fait ça, mais ça fait longtemps. Puis tu attends depuis le début pour faire ça. Depuis le départ, c'est comme l'épisode que je voulais faire. Ouais. Ça veut pas dire que ça va être intéressant, mais on va essayer. J'espère que ça va être intéressant. C'est donc, ben là, vous l'avez vu dans le site, j'imagine, là, les quelques personnes qui nous écoutent. Mais on va parler de King Kong. Là, Benjamin, tu dois te demander, mais lequel? J'imagine l'ensemble des King Kong, puis surtout Kong versus Godzilla. Ben, je pensais insister surtout sur Kong scolaire, là. OK. Ses répercussions. Non, mais on en parlera. On va plus le mentionner parce que je ne l'ai pas vu, puis toi non plus. Aucun de. Mais bon, c'est ça. Donc, King Kong, d'où est-ce que ça part? Ça part de 1933, du film original, donc, de Marion Cooper et Ernest Schoedsack, prononcé à peu près comme ça. C'est ça, c'est un film donc 1933 qui est une histoire originale, c'est pas adapté de roman ou rien. Et c'est ça, c'est l'histoire d'un réalisateur qui veut tourner un film sur une île mystérieuse. Il a trouvé une carte qui mène à cette île-là. Et là, il engage une actrice au début à New York. Il cherche une actrice, il la trouve, ils partent en bateau vers cette île mystérieuse, l'île du Crâne. Et voilà, ils arrivent sur l'île. Ils rencontrent des indigènes sur place. Et une bête qui est comme leur espèce de dieu, qui est en fait un gorille géant. Et là, l'actrice Anne Darrow, qui est offerte à ce gorille géant, qui part avec. Et là, dans le fond, est offerte par les indigènes, évidemment, là, pas par l'équipe. S'en va tourner le film. Et donc, l'équipe, c'est ça, l'équipage là, du bateau, puis l'équipe du film part à la recherche de Anne. Et c'est ça, pour la retrouver. Là. Puis finalement, ben là, on en profite pour capturer le gorille, n'est-ce pas, et le ramener à New York, où se déroule donc la séquence finale avec le gorille qui sème un peu le chaos là, dans les rues de New York. Là. Je pense que c'est un scénario assez connu. Là. Je pense pas faire de gros spoils en disant ça. Mais c'est ça, évidemment, avec l'Empire State Building à la fin, là, l'image mythique là, du gorille qui escalade l'Empire State Building et qui combat les avions qui le pourchassent. Donc, voilà, c'est l'histoire de King Kong. Film que tu n'as pas vu, je crois, l'original. Non, j'ai vu juste Peter Jackson. Okay. Ouais. Mais tu savais que... J'allais faire un commentaire de manque de culture, mais ça serait oui. mais j'ai vu d'autres choses, fait que c'est pas grave. mais tu savais que la prémisse du film, au départ, c'est venu au scénariste, je pense, en disant il y a King Kong qui attaque New York, puis c'est de la folie. Puis après ça, à partir de ça, il y a tout écrit le reste avant, puis comment il se passe ça. C'est ça. Non, ce serait le point de départ, ce serait vraiment mieux. Oui. Pourtant, c'est pas grand-chose dans le film. Hein? C'est une partie vraie. Ben, je veux dire, c'est une partie importante, évidemment. Mais je veux dire, en termes de durée, c'est vraiment pas loin d'être la majorité du film. Non, c'est ça. C'est un film c'est un film d'une durée de 95 minutes, comparé à celui de Peter Jackson. C'est assez différent. Beaucoup plus court. 670 000 $ de budget. Oh, 133, mettons, je sais pas c'est combien, mais c'est pas tant que ça.
Ben, tu sais, je pense que c'est quand même beaucoup, même si c'est sûr que, tu sais, mettons, Blanche-Neige, 4 ans plus tard, dont on a déjà parlé, avait 1,5 million, mais pour le coup, c'était vraiment le plus cher, là, jamais fait. Euh, mais non, je pense que c'est quand même un bon budget. Tu sais, ouais. J'ai dit le chiffre comme ça, là, sans vraiment... Attends, je vais aller voir. C'est combien? 675? 170 que j'avais vu. 170 millions. 70 000, pas millions. Mais... Il n'y a jamais eu de film au budget de 670 millions, même aujourd'hui. À part si tu comptes le budget marketing. Ça serait un budget de genre 13 millions, ce qui est pas tant. Ouais. Mais tu sais, les coûts, ouais, avec. Tu as calculé genre l'inflation? Ouais. OK. Mais c'est sûr, les coûts du cinéma ont quand même explosé là, on produisait plus de films à l'époque. Là. Je veux dire, juste pour te. Ben, je vais en parler un peu après, là, mais 6 mois après, ils ont sorti une suite. Ah ouais? Ouais. OK. Avec 3 fois moins de budget. OK. Puis c'est la suite typique là, dans le sens que. Mais tu sais, c'est une vraie suite là, faite par les mêmes réalisateurs. Mais c'est la suite. Puis il y a des acteurs qui reviennent aussi. Là. Pas Fay Ray, là, mais les autres, oui. Ben, pas tous, là, mais quelques autres. Puis dans le fond, c'est la suite typique dans le sens que. Bon, ça s'appelle le fils de Kong. Puis là, il découvre le fils de King Kong. Puis, genre, il est gentil. Genre, il les aide là, à trouver un trésor sur l'île. C'est tout le temps. Il me semble que la suite des histoires de monstres, c'est tout le temps genre un autre monstre, mais gentil, genre, qui les aide. Comme la série télé Godzilla qui jouait à Vrac TV quand on était ou à Ouais. Canal Famille. Tu t'en souviens pas? Ben, je me souviens que ça jouait, mais je me souviens pas de. Non. C'était genre parce que tu sais, le film Godzilla de Roland Emmerich, dont j'aimerais vraiment qu'on parle en parce que j'adore ce film. C'est ça, à la fin, ça termine que tu as genre un œuf de Godzilla qui n'a pas explosé avec le Madison Square Garden. Il est là, puis là, genre, le bébé, il sort de l'œuf, puis le film, il termine de même, puis là, tu as Kashmir de Led Zepp qui commence à jouer, mais version de P. Diddy, je sais pas trop. Là. Mais c'est ça. Fait que ça termine comme ça. Puis là tu as la série télé, que ben là, c'est l'histoire de ce petit bébé-là, mais là, il est gentil. OK. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, de quoi qu'on parlait déjà? Ouais, la suite. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, bon, c'est un film très reconnu pour la qualité de ses effets spéciaux, puis tout ce qui est stop motion, tout ça. C'est un film qui était vraiment impressionnant à l'époque de sa sortie. Là. Il y avait déjà eu, évidemment, c'est pas le film qui a inventé le stop motion. C'est pas. Quelques années avant, il y avait eu Le Monde perdu avec des dinosaures en stop motion. Ben, d'ailleurs, je pense que c'est le même artisan, même artiste stop motion qui s'est occupé de ça. Puis malheureusement, je n'ai pas noté son nom, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas juste du stop motion, c'est aussi beaucoup de travail. Tu sais, les effets spéciaux sont impressionnants parce que ben, c'est sûr, après, sur le Blu-ray, il y a genre 2 heures et demie de supplément. Puis là, il explique comme un peu tous les effets spéciaux qui étaient utilisés parce que les images sont presque jamais. C'est presque toujours des images truquées. Là. C'est presque jamais une vraie image là, claire qu'ils ont filmé bien simple. C'est ça, bon, à part le stop motion, tu as aussi toutes sortes d'incrustations pour justement intégrer des marionnettes grosses de même avec des acteurs en chair et en os. Tu as une technique pour comme, filmer juste la moitié de l'image. Ah, tu caches, c'est ça. Tu caches ta pellicule, puis après ça, quand tu caches l'autre bord, puis tu filmes celle qui n'a pas été exposée pour faire ça. Là. Exact. Puis c'est ça. Puis il y a même
il y avait une machine qui a comme été inventée comme dans les années du film, vraiment pour carrément là, filmer 2 fois puis combiner les pellicules ensemble là, chimiquement, ou je sais pas trop, par surimpression là, dans la machine. Puis t'as des. Ça, tu sais, ça, j'avais vu, puis ça, ça, je l'ai vu il y a une couple de mois, là, puis je le savais, mais là, il y avait d'autres choses assez folles. T'as des trucs, des incrustations classiques de l'époque qui ont duré pendant longtemps. T'as encore ça dans les James Bond des années 70, là, mais des incrustations par projection, par rétroprojection. C'est-à-dire que tu as filmé une image avant. C'est comme l'ancêtre de l'écran vert. Là. C'est qu'au lieu de filmer sur un écran vert, tu as filmé l'image avant, puis tu as une toile, puis tu projettes carrément, là, comme si tu projetais un film au cinéma, mais tu le projettes sur la toile par derrière en rétroprojection pour pas que ça fasse d'ombre là, quand tu filmes de l'autre côté. Puis c'est ça, puis t'as les, tu sais, mettons, t'as filmé bon, les animaux en stop motion, puis là, t'as une toile sur laquelle tu projettes, là, mettons, les dinosaures qui attaquent, puis tu as les humains qui tournent, qui les observent. Là. Puis il y en a une que c'est... Des fois, c'est évident parce que tu as juste l'image, puis tu n'as aucun décor, tu as juste l'image projetée, puis tu as les humains, genre les acteurs, les vrais acteurs qui passent devant. Puis tu en as un où tu as un panoramique autour je pense que c'est un stégosaure. Puis... c'est pas un panoramique, là, c'est un travelling comme circulaire. Mais mais là, t'as l'image qui bouge, puis t'as les acteurs qui font semblant de marcher devant. Puis c'est pas l'effet le plus réussi, mais des fois, c'est projeté comme juste dans le fond de l'image. T'as comme tout le décor. Là, t'as comme un dinosaure qui est dans le fond. Là, ça donne vraiment un effet de 3D intéressant. Parce que là, t'as les acteurs qui interagissent par rapport aux dinosaures, mais qui est dans le fond et qui commencent à s'en venir vers eux. Mais ça, c'est comme juste une image qui est projetée, mais les acteurs, ils le voient en même temps, contrairement à un green screen ils n'ont pas trop d'idée de ce qui se passe. Il faut qu'ils se l'imaginent. Fait que c'est intéressant. Mais ce qui est fou, c'est que tu as l'inverse aussi. C'est-à-dire que quand même, je pense que tu as plus de cas où c'est l'inverse. C'est ça que j'avais jamais... en regardant le film, je m'en rendais pas compte. C'est qu'ils filmaient avant les scènes avec les acteurs. Puis après ça, sur leur set, sur leur petit décor pour le stop motion, ben là, ils mettaient comme un petit écran, genre où est-ce que l'acteur est censé être. Puis ils projetaient l'image dessus, image par image, pour après ça faire l'animation en stop motion en même temps qu'ils projettent l'image de l'acteur comme sur leur petit décor. Là. C'est-tu les premiers qui faisaient ça, de cette façon-là? Je sais pas. Parce que c'est hot. Je sais pas. Je pense pas que c'était tant répandu, mais de là à dire que c'était les premiers, ça serait beaucoup demandé que j'affirme ça comme ça avec mon peu niveau de connaissance, mais ouais. Mais c'est ça, c'est assez impressionnant comme système, là, tout ça. Ouais, c'est sûr. Surtout en 33, tu sais, c'est innovatif. Là. En 33. Mais c'est ça, tu sais, puis peut-être que si j'avais vu ça avant, j'aurais peut-être été plus en mesure, quand tu m'avais demandé dans l'épisode sur Blanche-Neige comment est-ce qu'il faisait pour Gertie le dinosaure, pour avoir un professeur puis un dinosaure en même temps sur un tableau. Tu sais, il y a un peu une de ces techniques-là. Là. Je sais pas laquelle, là, mais je n'ai pas revu, mais c'est ça. Mais tu sais, par exemple, c'est du cache contre cache, là. Ben, ouais. C'est ça, quand il cache la pellicule. Dans Citizen Kane, il l'utilise beaucoup. Tu sais, si tu as beaucoup de plans, mettons au début, quand il échappe la boule, ou je sais pas trop, tu vois comme des gens en arrière-plan, puis lui qui est là. Puis tout est vraiment net, mais c'est de cette façon-là qu'ils ont fait ça. Sinon, tu aurais eu du flou. Fait que... c'est ça. Mais tu peux utiliser une demi-bonnette aussi. C'est quoi? C'est genre une lentille coupée en deux. Ouais, comme des lunettes, genre? OK. Ouais, comme des lunettes double folie. Ouais. Mais, ouais.
c'est pas exactement le même effet. Là. Je pense pas, mais Mais peut-être. ouais. Mais c'est pour ça que tu as des. Ben, tu l'as dans. Voyons, le film de Tarantino, là. Lequel? Son avant-dernier, The Hateful Eight. Hateful Eight. Ouais, c'est ça. Tu as des plans où tu vois comme quelqu'un au premier plan qui est net, quelqu'un à l'arrière-plan qui est net. Tu as comme du flou entre les deux. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de la demi-bonnette. Là. Mais ouais, OK. c'était juste pour mentionner cette affaire-là. Mais c'est ça. Sinon, ben, tu sais, je sais pas si tu avais quelque chose à dire sur ce King Kong que tu n'as pas vu. Il faudrait que tu le Non, vois. j'ai rien à dire. C'est un moment important dans l'histoire du cinéma. Ben, c'est sûr, ça va être grandiose, ça. Mais c'est ça, en 1949, Shouchak, un des deux réalisateurs là, de King Kong, a réalisé Mighty Joe Young. Est-ce que tu connais Joe Young? Non, ben, je pense pas. C'est parce que ce film-là, ben, là, il a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Puis l'acteur qui faisait Carl Dunham dans le premier King Kong, il joue encore là-dedans. Puis c'est que ce film-là, c'est parce qu'il y a eu un remake en 98 là, qui était un des films que j'ai vu beaucoup quand j'étais petit. Là. Genre, j'avais jamais regardé aucun film de King Kong, mais ce film-là, je l'avais vu, je l'ai regardé souvent, je l'ai encore en cassette là, avec Bill Paxton et Charlize Theron. Le puissant Joe Young. Ah ouais. OK. Ouais. C'est ça. C'est produit par Disney, puis c'est un gentil gorille avec des méchants braconniers là, qui veulent s'en défaire. Mais sinon, pour King Kong, il y a eu 3 films au Japon. Genre dans les années 40, 60, peut-être 70, je sais pas trop. Les affaires Gojira avec Godzilla pis tout, là? Ben c'est ça, tu as eu le deuxième, c'est King Kong contre Godzilla en 1962. Mais il y a eu 2 autres films japonais avec King Kong. D'ailleurs, King Kong contre Godzilla, c'est le premier film Godzilla en couleur. Ah ouais. Ben, le Godzilla original des années 50, il est en noir et blanc. Mais c'est ça. C'est King Kong. En couleur des Gojira, là. Pas en général. Oui, oui. Oui, Oui. OK, c'est ça. Non, pas le principal en couleur de l'histoire de Non, l'humanité. c'est ça. Non. Mais c'est ça. Mais ce film-là, c'est drôle, parce qu'à un moment donné, il jouait à la télé, à genre MoviePix, c'est le poste qui a changé de nom plein de fois, puis que j'ai pu, mais qu'il y avait plein de films qui passaient, puis que j'ai tellement de films que c'est à ce poste-là que je les ai vus. Mais c'est ça, t'avais ce film-là qui jouait à un moment donné, là, avec le doublage, donc un doublage anglais, là, le japonais qui était doublé en anglais par-dessus. Mais ben, je ne l'ai pas regardé au complet, là, parce que sûr, ça avait vieilli. Fait que j'ai pas tant de commentaires à dire, mais tout ça pour dire que King Kong versus Godzilla, c'est un film qui a déjà existé il y a très longtemps. Ben, très longtemps, ça dépend. Mais c'est ça. En 62. Voilà. Sinon, quand on pense à King Kong, puis à ses adaptations, on pense surtout à celui, ben, je veux dire, à part celui de Peter Jackson, puis l'original, on pense surtout à celui de 1976 de John Gearman avec Jeff Bridges et Jessica Lange. Tu l'as pas vu, lui non plus? Non, pas dans mes souvenirs, là. Quand j'étais jeune. Mais c'est un film dont on parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Là. Genre, je le recommande. Lui aussi avait gagné l'Oscar des effets spéciaux. Mais ce qui est particulier, c'est ben, c'est sûr, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je suis pas mal sûr qu'il y a moins d'effets spéciaux que les 2 autres. Là. Mais ça, c'est comme un costume, dans le fond, le King Kong. Ouais, le singe, c'est un humain dans un costume, un acteur dans un costume. Puis c'est ça, mais c'est surtout aussi au niveau des décors. C'est pas du tout. Le premier King Kong n'a pas du tout été filmé dans la jungle. C'était des décors, ben, beaucoup de décors miniatures. Hein, puis pour avec les humains, ben, là, beaucoup de décors, tout simplement. Ben, des décors artificiels là, en studio. Là,
Puis des fois, ben, souvent, en fait, un mélange des deux là, dans les plans, là, avec des décors en arrière, tout ça. C'est ça, tandis que celui de 76, ben là, t'as plus de décors naturels, t'as de la lumière naturelle. Tu sais, le film fait beaucoup plus réaliste puis naturel que les deux autres. Là. C'est ça. Puis je trouve que c'est sa principale qualité. Là. C'est un film plus terre à terre, plus ancré dans la réalité que les deux autres. Ça se passe, ça a été fait en 76, ça se passe en 76, puis c'est des enjeux plus contemporains. C'est un film qui se regarde bien aujourd'hui, qui a bien vieilli, là, à mon avis. Mettons les trames, là, les trois films, c'est la même histoire qui sont pareils. T'sais, mettons lui de 33 puis lui de Peter Jackson, ce que je comprends, c'est la même chose. Là. Ouais. Celui de 76, c'est à peu près la même chose, mais il y a plusieurs changements, là, beaucoup plus que dans les autres. Mais c'est sûr, la trame de New York, l'île, retour à New York, ben, remarque, est-ce que ça commence vraiment? Ben, je sais pas si ça commence à New York, mais ça commence avant d'arriver sur l'île, en tout cas. Là. Fait que, cette trame-là, divisée en trois actes comme ça, c'est la même. C'est la même. Mais après, c'est quand même différent sur plein d'aspects. Je sais pas, là, les Autochtones de Skull Island sont probablement moins caricaturaux dans ce film-là que dans les autres. Malgré qu'il y a quand même une différence entre celui de 33 et de 2005, là, mais on en reparlera. Mais c'est ça, tous les décors plus naturels. Là, tu as une histoire, ça se passe dans les années 70. Tu as toute une histoire que là, c'est pas comme un réalisateur qui veut aller faire un film, c'est une compagnie de pétrole qui veut comme exploiter l'île. Okay. Finalement, vu qu'ils peuvent pas exploiter l'île, je pense. Il me semble que l'histoire, c'est que justement, ils peuvent pas exploiter l'île, fait que finalement, ils partent avec King Kong, mais je me souviens pas exactement. Mais c'est vraiment. C'est très bon, en gros. Puis à la fin, ben là, au niveau du symbole, là, en 1933, King Kong montait l'Empire State Building, qui avait été construit en 1931, 2 ans plus tôt. Là, dans celui-là, ben là, il monte les tours une des deux tours du World Trade Center, construit en, je me semble que c'est en 73, le World Trade Center, fait 3 ans avant. C'est ça, c'est comme le symbole est là, mais c'est ça. Fait que tu l'as pas vu? Non, je pense pas. Très bon. Il y a eu une suite en 86, hein, mais ça a l'air que c'est un navet. C'est le même réalisateur. Puis, mais c'est-tu la même histoire que la suite du premier ou ça n'a pas rapport? Non, je pense pas. J'ai pas trop checké c'était quoi l'histoire. Je pense qu'il retourne sur l'île, là, mais je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je pense que genre King Kong finalement. Ah non, je pense que c'est une histoire de genre King Kong a survécu à la fin, puis il a été réanimé par des scientifiques, puis bon, après ça, je me souviens plus qu'est-ce qui se passe là. Mais il paraît que c'est pas très bon. Là. C'est ça. Là. Sinon, il y a eu Kong Skull Island, puis avec... bon, après ça, il y a des films Godzilla pour finalement arriver à King Kong versus Godzilla cette année. Mais... Je sais pas. J'ai rien vu. J'ai pas vu Godzilla, j'ai pas vu Skull Island. Puis je sais pas. Ça t'intéresse tout, toi? Non, pas vraiment. Peut-être un jour, là, mais non. Écoute, perdu dans un chalet pendant une semaine puis qu'il se met à pleuvoir, peut-être. Je sais pas. Bon, mais c'est ça. Mais sinon, je voulais aussi mentionner Jurassic... As-tu vu Jurassic Park 2? Non, j'ai juste vu le premier. OK. Parce que Jurassic Park 2, c'est sûr, le titre, c'est Lost World, ça fait référence, entre autres, au film de 1925. Là. Mais c'est aussi beaucoup... c'est un film qui a un petit peu la structure de King Kong. Ils vont ramener le T-Rex à la fin, puis là, tu as le T-Rex dans les rues de, je pense que c'est San Diego.
ou Chicago. Je sais que c'est pas pantoute en même place, là, mais il me semble que c'est un des deux. C'est ça, t'as le T-Rex qui est lâché dans les rues à la fin. C'est ça. La structure à la King Kong là, qui a marqué les esprits. Sinon, je voulais parler là, de la réalisation là, du film, des deux films, là, pour un petit peu présenter justement pourquoi. Parce que, tu sais, j'ai pas dit pourquoi. Tu sais, j'ai dit que ça m'intéressait, que je voulais parler de King Kong depuis le début, mais, tu sais, on n'a pas dit pourquoi. Là. Parce que ce film-là, pour moi, c'est un petit peu l'espèce de remake, hommage parfait. Ben, celui de Peter Jackson, je parle. Parce que, c'est ça, on parle souvent du fait que c'est un remake assez fidèle à l'original, puis ça rend hommage à l'original, puis tout ça. Puis j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps on en parle tout le temps rapidement, comme on prend ça pour acquis. Puis je trouvais intéressant de plonger d'insister là-dessus, en fait, puis de plonger là, pourquoi c'est un remake, pourquoi c'est un hommage, puis pourquoi c'est génial. Mais avant, je voulais parler là, de la réalisation du film de 1933, comment... C'est le film est surtout composé de plans fixes. C'est un petit peu typique du cinéma de l'époque, là, je veux dire. Déplacer une caméra, c'est pas... Puis se faire une belle image en même temps, c'était pas toujours simple là, avec le matériel de l'époque. Puis, c'est souvent des plans fixes, mais avec des décors vraiment bien travaillés, là, avec un mélange de décors miniatures ou pas, là, avec tout le cadre qui est travaillé. Il y a un plan, je l'ai noté pendant que je regardais le film, mais je me souviens plus exactement à quoi ça ressemblait. Mais j'ai noté que plan sublime avec Anne, avec le personnage d'Anne Darrow, je pense que c'est quand elle est offerte en sacrifice, là, puis là, tu as le mur derrière, puis tu as les indigènes sur le dessus, tu as comme tout plein de niveaux à l'image comme ça, c'est vraiment beau. L'arrière-plan est important, tu as des super beaux effets là, de volume, des trucs qui se passent à l'avant-plan puis à l'arrière-plan, que ce soit en incrustation ou pas. C'est ça, j'ai dit plan majoritairement fixe. Pour vrai, là, des plans où il y a des mouvements de caméra, là, c'est super rare. Tu as des petits panoramiques, des fois relativement rares. Sinon, tu as un plan que j'étais comme, oh shit, c'est la première fois qu'il y a du mouvement de même, là, mais c'est comme juste un travelling arrière, là, où c'est qu'ils se font poursuivre. Là, fait que là, t'as Anne et Jack qui courent ensemble là, pendant que la caméra recule. Là. Mais le plan il est saisissant tellement il n'y a rien qui bouge d'habitude. Mais je veux dire, l'image ne bouge pas. C'est ça. J'avais noté, j'ai compté, je pense, 4 ou 5 vrais plans de New York. Comme tu vois, des vraies images de New York. J'ai envie de dire des images d'archives. Ça n'en était pas, évidemment, quand le film a été tourné, mais aujourd'hui, c'est des images d'archives. Voir des images de New York en 1932, c'est impressionnant. Tu vois Times Square le soir illuminé. Tu vois l'Empire State Building fraîchement construit. Tu vois comme juste la vue des immeubles de New York, la vue du bateau là, sur l'Hudson, je sais pas trop. Fait que c'est cool. Mais tu sais, c'est 4. Il y en a juste 4 ou 5. Là. Le reste, c'est tout le temps en studio ou en miniature. Mais c'est quand même 4 ou 5 de plus que dans le film de Peter Jackson. C'est juste en studio, de Peter Jackson? Oui. Ah. Mais, ouais. Ben, après, quand tu... Ouais. Je sais pas si quand tu vois quand ils sont en haut de l'Empire State Building, je sais pas s'il y a un mélange comme de vraies images, parce qu'en même temps, les immeubles ont tellement changé depuis. Là. Je sais pas s'il y a vraiment... Vraiment, c'est plus... S'il y a un mélange, c'est plus une image numérique qui ont ajouté des vrais immeubles qu'une image... c'est vrai aussi que le but, c'était de faire... c'est ça, c'était de faire une reproduction de 1933, mettons. Fait que ça ne marcherait pas de filmer ce qui se passe à New York en 2004, mettons, 2003. Non, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Puis au niveau de la rue, ben, c'est sûr, tu peux toujours trouver une rue qui ressemble à peu près à une rue de 1933, mais on sait que le film a été tourné entièrement en studio en Nouvelle-Zélande. Ils ont reproduit, ils ont reconstruit quelques rues là, de New York, là, avec évidemment là, des immeubles de genre 2 étages, puis en haut, tu mets des gros panneaux verts, là, ou bleus, là, mais ouais. Ouais. C'est ça. Sinon, tu sais, bon, c'est ma transition là, sur le film de Peter Jackson, là, qui est donc 2005. Euh, comme je disais, il n'y a pas de vrai plan de New York, là, tourné en Nouvelle-Zélande, décor, tout, le New York reconstitué avec des écrans verts pour les gros immeubles, pour compléter l'image, si on veut. Puis tu le vois, tu sais, je veux dire, c'est de l'infographie qui a vieilli. Pas qui a vieilli tant que ça, mais tu le vois quand même que on fait plus pareil aujourd'hui. Mais c'est pas laid, tu sais. Non, c'est ça. T'en as du CGI début 2000 que c'est affreux. Ça vieillit quand même bien, quand même. C'est sûr que c'est pas Die Another Day. Ouais. Mais, ouais, non, c'est sûr que ça vieillit bien, mais tu vois, mais en même temps, tu as une volonté. Qu'est-ce qui relève de ça vieilli et qu'est-ce qui relève de l'artistique, l'espèce de teinte bleutée que tu as tout le temps sur l'image. Est-ce qu'on peut dire que ça peut donner l'impression que ça a vieilli parce qu'il me semble que c'est tellement 2005 comme espèce de couleur à l'image et tout ça, mais en même temps, ça reste aussi un effet artistique qui n'est pas nécessairement pourvu d'être réaliste. Là. Mais ouais. C'est ça. Puis c'est ça, quand je disais que c'était une espèce de remake parfait, puis dommage, c'est que c'est vraiment. Le concept, c'est de refaire le même film qu'à l'époque, mais avec les moyens d'aujourd'hui. C'est vraiment. D'aujourd'hui ou de 2005, dans ce cas-là. Mais c'est comme. On fait un. Parce que ce film-là, de 1933, c'est tellement un film qui était. Qui se voulait révolutionnaire au plan des effets spéciaux, qui était pleinement. On fait le film. Le but du King Kong original, c'était de faire un film spectaculaire. Puis, je ne l'ai pas dit, mais je l'avais noté, j'ai oublié de le dire. Mais au final, la majorité du film, c'est les marins qui poursuivent King Kong pour aller libérer Anne. Puis qu'en chemin, ils se font attaquer par toutes sortes de dinosaures ou de monstres. Puis King Kong lui-même qui se bat contre des monstres. Au final, c'est ça qui prend le plus de temps dans le film. C'est genre juste des combats avec... Il n'y a pas de paroles, c'est juste instrumental, de la grosse musique par-dessus pour souligner le moment, puis comme des combats de monstres. C'est ça, c'est vraiment un film qui avait pour but là, d'être spectaculaire comme ça. Puis là, tu dis, bon, tu prends le film spectaculaire de son époque par excellence, puis on essaie de refaire la même chose avec nos moyens d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on... Ça montre un petit peu où est-ce qu'on en est rendu dans le monde du cinéma, avec grand déploiement, tout ça. Fait que c'est ça, fait que l'idée de base, je la trouve cool. En gros, j'aime le concept. Puis, c'est un film qui est beaucoup plus long. Il dure à peu près 2 fois plus longtemps que le film original. Il y a beaucoup plus. Puis, tu sais, quand je dis faire avec les moyens d'aujourd'hui, c'est pas juste genre plus de spectacles, plus de trucs impressionnants. Je veux dire, il y a beaucoup plus de développement des personnages. Puis de l'histoire, il y a beaucoup plus de personnages qui sont importants, l'intrigue est étoffée, puis c'est ça, en gros. Là, puis tu as aussi, bon, évidemment, plein d'effets numériques parce que c'est ça, on est entré dans l'ère du numérique. Puis c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé du film en général, toi qui l'as vu, qui l'as revu récemment? Ben, le film, c'est un peu notre Titanic de notre génération, nous autres. Là. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Là. C'est un peu le même genre de film que Titanic. Là. C'est ultra épique, puis c'est grandiose. T'sais. Le film est bon.
c'est captivant. Sauf que moi, je trouve que tout le bout que ils se battent. À un moment donné, tu te bats des monstres, puis t'as compris la twist, puis ça aurait pu durer comme un 30 minutes de moins, puis ça aurait été correct. Tu sais. Ouais. Mais ça enlève pas que c'est bon, là, tu sais, le film est excellent. Là, mais, Mais t'as-tu vu la version longue ou la version... dans 3h05, je pense. Là. Ouais, moi aussi, c'est 3 ans. Je sais même pas, j'ai pas vu. Je pense que c'est la version originale. J'imagine que ça serait écrit version longue si c'était la version longue. Mais, ouais. Non, mais je comprends l'idée, là. Je Mais tu sais trouve pas. Mais aussi, tu sais, si tu le revois en perspective tu sais, par rapport au premier film, la proportion de combats contre des monstres ou entre monstres est beaucoup moins grande dans celui de Peter Jackson que dans l'original. ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est ça que je te dis. C'est ça la majorité du film. Mais c'est sûr que le bout, mettons, du début est quand même assez long, puis est intéressant aussi. Puis la fin aussi, c'est. Ben, je sais pas par rapport au premier, c'est le plus long, là, mais ça dure pas tant que ça non plus. C'est peut-être une demi-heure la fin du Peter Jackson. Ouais. Mais Ouais. dans le film original, c'est ça, la fin est. Ben, c'est sûr, la fin est moins longue, là, mais elle est quand même développée, là, même si c'est ça, elle est moins longue que dans celui de Peter Jackson. Mais le début, c'est vraiment pas pareil. Là. Mais tu le vois dans celui de Peter Jackson, de toute façon, que c'est sûr que c'est pas pareil, là, parce que le début, c'est vraiment. Ça sert vraiment à nous mettre en contexte les années 30, la crise. À nous mettre en contexte, soit juste nous faire comme voyager dans le New York de l'époque. Là, puis ça accentue, je trouve que c'est vraiment, la scène d'ouverture, ça accentue l'aspect hommage du film, là, qu'on on recrée l'époque comme ça. Puis, Ben ça, c'est vraiment réussi en plus. Hein. Revenez des années 30, là, c'est beau les rues et tout. Là, je trouve ça ah génial. ouais. Non, c'est vraiment magnifique, là. Le début c'est ça. Puis je sais pas si c'est-tu Peter Jackson qui a approché des gens pour faire ça ou c'est lui qui se fait approcher puis c'est comme le choix parfait parce qu'il venait de faire Le Seigneur des Anneaux puis c'est comme ultra épique puis c'est un autre film épique qui est capable de faire lui-même. Tu sais. Je pense que c'est un sorte de mélange des deux, là, mais d'après ce que j'ai compris, c'était comme le film que Peter Jackson a toujours voulu faire là, dans sa vie. Là. Je pense que c'était comme son film préféré. C'est genre le film qui a donné envie de faire du cinéma. Là. Je pense qu'il a déjà fait un remake de King Kong en stop motion chez eux quand il avait 10 ans. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça faisait partie, je pense, des projets de la société de production de faire ce film-là. Puis finalement, il a fait Le Seigneur des Anneaux avant, puis c'était comme un petit peu sa récompense de faire King Kong après. Là. Mais ouais, à peu près, là, d'après ce que j'ai compris. C'était le choix parfait pour faire ça. Là. Mm. Mais en plus, c'est ça, il était à la fine pointe aussi du développement, dans tout ce qui était effets spéciaux numériques, puis euh, motion capture, là, performance capture, avec Gollum et tout ça, là, toute la compagnie Weta Digital qui dirigeait, qui dirige encore, j'imagine. Mais c'est ça, toute cette idée-là avec, dans ce cas-ci, le King Kong qui est fait à l'ordinateur, mais qui est beaucoup fait avec la performance d'Andy Serkis, qui joue aussi dans le film le rôle d'un marin bourru. Ah ouais. Ouais. C'est pas... C'est l'espèce de marin qui fait des faces bizarres puis que ça pipe tout le temps. L'espèce de genre le personnage caricatural de la gang. Non, mais c'est pas. Mais c'est ça, c'est Andy Serkis, là. C'est lui qui fait. C'est Gollum puis Puis qui fait tous les bonhommes en stop King motion, Kong. pas en stop motion, mais en genre d'animé de même. Là. Ouais. En performance capture. C'est lui qui fait César dans les nouveaux Planètes des singes. Puis, Ah, c'est vrai. qu'est-ce qu'il fait aussi? Le Capitaine Haddock dans Tintin. Mais c'est lui, il était réalisateur de la deuxième unité sur le Hobbit. Ah ouais. Mais c'est ça. Tu veux que je t'enchaîne avec ma question, là? Ou avec mon questionnement d'analyse? Je sais pas, on peut passer là-dessus, mais avant, je voulais parler un petit peu plus de toute la réalisation du film de 2005. Là.
bon, on en avait commencé à en parler un petit peu, là. Mais je voulais dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a beau être un film qu'on se dit, c'est le film, on veut montrer un King Kong tel qu'on le fait aujourd'hui, mais en même temps, c'est pas un film qui est complètement fait dans le vide, là. Ça reste très Peter Jacksonien dans sa façon de faire, là. Quand j'ai essayé de regarder un peu ça là, en le regardant, là, mais c'est vraiment, tu as beaucoup de gimmicks très, très, très Peter Jackson. Là. Quand tu vois qui rappelle beaucoup le Seigneur des Anneaux, là, quand tu vois des plans d'ensemble là, sur des gros décors, là, souvent c'est soit de la maquette ou du CGI, là, mais une espèce de gros décor impressionnant avec la caméra qui bouge tout le temps. Tu as l'impression que tu n'as jamais de plan fixe. Là, même quand tu filmes des gros décors impressionnants, tu as tout le temps un mouvement comme ça de caméra. Tu as vraiment beaucoup de plans. Surtout si tu compares avec celui de 1933, évidemment, où tu as plus de plans fixes qui durent plusieurs secondes. Là, tu as plus de plans. Le montage est plus rapide. Mais en même temps, ça reste tout le temps très lisible. Là. C'est pas, je sais pas, moi, c'est pas Quantum of Solace que des fois tu comprends rien de ce qui se passe à l'écran. C'est toujours super lisible. Tu as toujours t'as souvent beaucoup de crasse, là, je veux dire, de la saleté, puis de la boue, puis des affaires de même. Là, quand Anne est offerte en sacrifice, puis elle essaie de se retenir comme ça, puis là, il y a plein de crasse par terre, puis de boue partout, sur ses jambes, puis tout. Je veux dire, il faisait des films gore avant de faire Le Seigneur des Anneaux, au début de sa carrière. C'est ça. Puis en même temps, tu vas me dire, c'est très typique blockbuster, mais en même temps, puis de l'époque, mais en même temps, tu as beaucoup ça dans Seigneur des Anneaux, puis tout ça, un rythme qui est souvent rapide, on avance, puis on avance rapidement, mais là, tu as des scènes où là, le rythme ralentit, où les plans sont plus longs, puis où la scène, elle dure plus longtemps, puis qu'on a des espèces de moments de grâce, puis de beauté, puis tout ça. Puis ça, j'en parle aussi pour faire une pique contre Star Wars 9, qui en a pas de temps mort, puis d'arrêt, où c'est que tu peux juste respirer, puis profiter de ce qui se passe. Mais bon. C'est de la merde, Star Wars 9. Ouais, non. C'est de la grosse merde. Un peu de respect. C'est juste une succession de péripéties qui s'enchaînent une par-dessus l'autre puis qui n'ont aucun intérêt. Puis qui n'a aucun moment de beauté ou de plus réfléchi. C'est juste on avance, puis voilà. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, tu comprends, il faut les stimuler. Sinon, ils vont décrocher. Denis Filiatro, là. On enchaîne. Ouais. C'est ça. Mais il y a des effets qui ont vieilli aussi. Là, des fois, tu as ça, je pense, dans le Seigneur des Anneaux aussi, là, mais des espèces des scènes au ralenti. Tu tombes dans. Tu as des séquences au ralenti dans les moments d'angoisse avec les Autochtones au début. Là, c'est au ralenti, mais c'est un ralenti flou. Tu as comme une espèce de déphasage de l'image. Les mouvements, tu vois comme si ça restait imprimé. On voit plus ça aujourd'hui. C'est juste bizarre à regarder. Mais bon, c'est ça. C'est un effet qui a vieilli, mais qui renforce l'espèce de côté angoissant, ou je sais pas trop. C'est ça. Toute la forme est changée, est actualisée, mais tout l'univers puis l'histoire reste pratiquement la même là, avec le film original. Puis l'aspect hommage au cinéma aussi est renforcé avec, en tout cas, je sais pas si c'est la même chose là, sur ton DVD, là, mais sur mon DVD, quand je l'ai parti, là, la première image que tu vois dans le menu, c'est genre la caméra, puis là, comme tu rentres à l'intérieur d'une lentille, puis là, le menu, il est là. Fait que, t'as ça, Denham, le personnage de Jack Black, il filme beaucoup là, dans le film, puis c'est pas... je pense qu'il filme jamais, en fait, dans le film original. Là. Il apporte sa caméra, mais il n'a pas le temps de filmer parce que les indigènes de la place, ils font « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? » Puis, genre, ils les attaquent.
as une référence au film original aussi, là, au début, là, quand il parle dans le taxi, qui dit, tu sais, il essaie de trouver une actrice pour jouer le rôle. Puis là, il dit, puis il demande genre, ah, Faye, est-ce qu'elle est disponible? Tu sais, genre, Faye, c'est Faye Ray. Puis il est comme, ah non, elle est partie tourner un film avec Cooper. Cooper qui est le réalisateur du King Kong original. Fait que c'est ça. Oui, c'est sympathique. Mais c'est ça, mais tu sais, bon, je vais noter. Toute la transition là, entre, à la fin, là, quand ils ont réussi à endormir King Kong, c'est exactement pareil dans le film original. Tu as genre le même plan, il dit la même réplique, comme quoi, genre, oh, ça va être un succès à Broadway. Puis là, genre, dans celui de 2005, tu as un fond noir. Je suis pas sûr que c'est un fond noir dans l'original, mais peut-être. Puis après ça, c'est comme les images de Times Square ou non, l'image du théâtre là, à Broadway. Puis c'est exactement la même chose. C'est ça, la même structure, même histoire. Là, tout le combat entre Kong et le T-Rex, là, c'est la même chose. C'est sûr, dans celui de 2005, il est plus long, ce combat-là, puis il est plus spectaculaire. Ça, c'est vraiment un moment important du film, là, si on veut. Là. Il le tue de la même façon. Là, mais, ouais. Puis, tu sais, quand tu as vu celui de 1933 avant, c'est quand même vraiment satisfaisant là, comme combat. Là. C'est assez fou. Puis un truc qui est drôle, c'est que quand ils sont sur scène à Broadway, dans le film de 2005, là, les indigènes qui se promènent sur scène, leurs costumes sont genre habillés pareil comme les vrais indigènes du film original. Fait que c'est drôle. Quand tu as à côté les Autochtones de Skull Island plus réalistes, si on veut, mais qui font un peu être maudits, maléfiques, là, dans celui de 2005, un peu. Là. C'est ça. Tu as aussi une scène où, quand ils tournent la scène sur le bateau, ils s'en vont vers l'île, puis là, ils tournent une scène sur le bateau, là, entre Jack, puis pas Jack, mais je veux dire entre Anne puis Bruce, là, l'acteur là, prétentieux, là, qui n'est pas du tout dans le film original. Là. Mais, Brody, c'est ça? Non, c'est pas lui. Non, l'autre, là, Bruce Baxter, je sais pas c'est quoi l'acteur. Ouais, ok, ouais. Là, il tourne une scène, puis tu sais, c'est une scène qui fait très années 30 là, dans le jeu des acteurs et tout ça. Mais c'est une scène de King Kong, en fait. Comme c'est exactement les mêmes dialogues. C'est genre la première, tu sais, il dit que c'est dangereux d'avoir une femme en voyage ou je sais pas trop là, de quoi de même. Là. Mais c'est genre la première discussion entre Jack Driscoll et Anne Darrow dans le film original. Fait que c'est drôle, c'est sympathique. D'ailleurs, Jack Driscoll dans le film original, c'est pas du tout un dramaturge. C'est genre un marin qui s'en va sur le loin. Ouais. Ça n'a pas. Le film qu'ils sont censés tourner, c'est Carl Dunham qui part avec sa caméra, puis tu as l'impression qu'il n'y a personne d'autre que lui là, qui s'occupe du film. Là. Genre Anne qui est l'actrice, mais tu vois pas vraiment les autres. Il me semble le premier plan dans la jungle, c'est comme exactement le même que la première fois que tu vois la jungle. Tu sais, les arbres, comment sont faits, puis tout, c'est genre la même chose. La fin avec les avions, évidemment, c'est la même chose, puis en plus spectaculaire, puis plus impressionnant. Il y a une scène où Kong il joue avec le tronc d'arbre pendant que les humains sont dessus, là, mais ça, c'est dans le film original aussi. Puis c'est ça. Sinon, tu as la scène de fin qui est exactement pareille, là, avec la même réplique qui est donnée là, quand Kong il est étendu par terre là, en bas de l'Empire State Building avec la police et tout ça. Là. C'est comme la même chose. Puis c'était censé être Faye dans le film de Peter Jackson, c'était censé être Faye genre à 85 ans, qui se pointait et qui disait la dernière réplique du film. Mais elle est décédée genre un mois avant le tournage. Shit. Dommage. Ouais, c'est dommage.
Mais c'est ça, tu sais, sinon il y a quand même plusieurs différences là, entre les films. C'est ça. Juste le fait qu'il soit 2 fois plus long, évidemment, là, ça rajoute des trucs. Là, tout le début dans les années 30 dont on a parlé. Euh, King Kong est beaucoup moins violent dans le film de Peter Jackson que dans l'original. Là. Genre, dans l'original, il mange les marins. Tu vois, pis, ça fait vraiment film d'horreur. Tu as le gros plan sur sa face qui est comme ça. Il y a beaucoup plus de morts dans le film original. Là. Quasiment tout le monde meurt. Puis il reste genre juste Jack à la fin. Puis là, ben, il y a une autre équipe qui était comme, je pense, restée sur le bateau. Là, mais tous les autres sont morts. Là. Tu sais, t'as la scène dans le film où Jack est là, dans celui de Peter Jackson, où est-ce qu'il il dit « Moi, je continue, je vais aller chercher Anne. » Puis là, les autres, ils souhaitent bonne chance, puis il part. Mais dans le film original, Jack, c'est le seul qui va chercher Anne parce que c'est le seul qui reste vivant. Okay. C'est autre chose. Le King Kong de Peter Jackson aussi, le gorille en tant que tel, il est beaucoup plus gorille. Là. Dans l'original, il y a un aspect, c'est un mélange de gorille humain. Il est un peu plus intelligent, il fait un peu moins animal comme sauvage, un petit peu dans le film original, mais pas tant que ça non plus. Là. C'est ça, t'as moins de monstres dans celui de Peter Jackson, t'as moins de morts, plus d'émotions, t'as moins d'action à outrance là, quand même là, que dans l'original. Sinon, t'as plus de personnages mieux définis, Jamie Bell, tout ça. T'as beaucoup de répliques qui étaient juste données par un personnage qui sont comme distribuées à différents personnages. King Kong, dans celui de Peter Jackson, il est comme dévoilé plus tard. Il est comme pas dévoilé à 100% quand il s'en va chercher Anne. Tu le vois comme pas tout à fait. Puis là, c'est plus quand il s'est sauvé avec, puis là, il est tout seul avec elle, que là, tu le vois vraiment comme au complet dans toute sa puissance. Là. Mettons King Kong, là, ça prend à Ouais. peu près la durée du premier film avant que quelqu'un apparaisse dans le film de Peter Jackson. C'est ça qui est quand même fou. C'est genre 1 heure et demie à peu près. Là. Oh boy. Ouais, c'est fou. Mais ouais, ben c'est ça. C'est sûr, il y a plus. Mais tu sais, t'as pas vraiment. Dans le film original, tu vois King Kong arriver, puis c'est comme oh shit, tu le vois là, pour la première fois. Je trouve dans celui de Peter Jackson, t'as comme pas de vrai dévoilement de genre. Tu le vois arriver, mais là, tu le vois pas tout à fait. Tu le vois caché, puis par-ci, par-là. Puis après ça, quand tu le vois pour vrai, quelques minutes plus tard, ben, c'est pas vraiment le plan où tu le vois comme ça. C'est juste tout d'un coup, tu le vois plus au complet. Puis, je sais pas. C'est comme pas l'espèce de grand dévoilement épique. Dans le film de Peter Jackson, ils se font poursuivre par des espèces de brontosaures à un moment donné. Ben, c'est genre, les brontosaures se sauvent. Là. Je sais pas si c'est des brontosaures ou des diplodocus, je sais pas trop. Mais dans le film original, il y a plus un espèce de brontosaure, mais il ressemble plus en fait à genre au monstre du Loch Ness. Puis là, il est poursuivi pour les attaquer. Là. C'est pas genre des animaux sauvages qui se sauvent parce qu'ils ont peur des raptors là, dans ce cas-ci. Mais c'est ça. Sinon, t'as des araignées géantes, puis des espèces de crabes, je sais pas trop, là, dans celui de Peter Jackson. Puis ça fait référence à une scène coupée du film original. Je l'ai lu, ça. Mais pas juste coupée, c'est une scène perdue, en fait. Là. Mais je pense que dans une version du DVD 2005, ils l'ont sorti cette scène. Non, ils l'ont pas sorti. C'est Peter Jackson, je pense, qui l'a comme refait. Là. Ouais, exact. C'est ça, mais tu l'as dans. C'est ça, là, tu l'as dans le Blu-ray, là, mais elle n'est pas intégrée au film, là, elle est dans les special features. Mais ils l'ont fait vraiment pour qu'elle soit intégrée au film. Là, genre, ils ont joué avec les. Ils ont vraiment refait du stop motion, puis pour vrai, c'est vraiment fait dans le style du film original, puis c'est vraiment bien fait. Puis ils ont tourné les scènes aussi avec les acteurs. Comme acteurs, ils ont pris ceux qui ont travaillé sur les effets spéciaux eux-mêmes, c'est eux qui jouent les acteurs. Puis c'est intéressant. Mais tu sais, j'ai lu, c'est parce qu'ils ont enlevé ça dans le film original parce que c'était comme trop dégueu puis les gens sortaient de la salle. Fait qu'ils ont dû l'enlever pour ça. C'est comme t'as une scène où King Kong il s'amuse à enlever les vêtements de Anne. Puis elle se ramasse pas tout nue, mais elle se ramasse comme plus en petite tenue. Genre il déchire ses vêtements et tout. Puis ça, je pense, ça a été coupé pendant 20 ans avant de. Ah ouais.
de revenir. Mais, ah oui, puis une autre différence, tu connais ma passion pour les trains puis les transports en commun, là. Mais fait que je devais mentionner cette différence-là, là, que dans le film original, t'as genre, ben, tu sais, dans les années 30, là, t'avais beaucoup de. Ben, t'en as beaucoup dans le film de Peter Jackson. Là, le métro, il était beaucoup aérien. Aujourd'hui, le métro new-yorkais, si tu vas à Brooklyn ou dans le Bronx, t'as beaucoup de. Les lignes sont surtout aériennes, je pense. Là. Mais à Manhattan, c'est presque juste en souterrain. Là. Mais à l'époque, tu avais beaucoup de lignes aériennes. Puis ben, justement, là, aujourd'hui, tu as la High Line à New York, qui est une espèce de parc construit sur une ancienne ligne de métro aérienne, là, que tu promènes, il y a des plantes, puis c'est une espèce de parc aérien. Mais tout ça pour dire que tu as un moment où il détruit comme les rails, puis il attrape le métro qui s'en vient, puis genre il s'amuse à terroriser les gens qu'il y a dedans. Puis, puis dans le film de Peter Jackson, ben, il fait ça avec un tramway, avec le tramway qui passe sur Times Square, avec une des voitures de tramway qui balance dans tous les sens. C'est ça. Je voulais soulever cette différence-là. Parce que ça donne pas le même effet, mais c'est ça. C'est important. Puis un truc vraiment majeur aussi, de différence entre les deux, c'est la relation entre le personnage de Anne Darrow et de Kong. C'est vraiment pas pareil dans le film original. T'sais, elle est beaucoup plus terrorisée, puis t'as pas vraiment de moment où... Dans le film de Peter Jackson, t'as des moments où il développe vraiment une affection. Là. Puis, quand il capture, elle capote, elle est comme non, capturez-le pas. Puis à la fin, comme les deux se rencontrent à New York, puis elle se laisse comme emporter par King Kong. C'est pas du tout ça dans le film original. Là. Elle est genre dans son appart avec Jack, puis là t'as King Kong qui rentre sa main genre dans l'appartement, puis qui va la chercher. Puis elle est comme non! Ben, c'est-tu que dans le fond, dans le premier, ça veut dire que King Kong est vu comme un méchant, tandis que dans lui de Peter Jackson, puis King Kong n'est pas méchant, il est juste comme victime. Ou dans les deux, il serait une victime pareil. Ben, je pense que dans les deux, il reste une victime, mais tout est plus explicite dans celui de Peter Jackson, en fait. Parce que tu regardes celui de l'original, puis tu te dis que tu as l'impression que c'est juste un monstre qui terrorise tout le monde, puis il faut l'arrêter. Puis, sauf que après ça, quand tu écoutes les commentaires du film, ben, quand tu regardes le making-of, tout le monde parle à quel point, c'est ça, quand tu regardes le film, tu soutiens, tu es vraiment du côté de Kong, puis tu veux pas qu'il meure, puis tout ça. Puis, c'est pas l'impression que le film m'avait donné, moi, là, mais c'est sûr que le fait que ça ait vieilli aussi, toute la mise en scène, ça fait en sorte que je suis resté probablement plus à distance de ce qui se passait qu'un spectateur de 1933. Là. Mais ouais, comme je te dis, on dirait que tout est moins explicite. Puis tu as l'impression qu'à la fin, quand Dunham il s'en va voir le gorille, puis là, comme tu as le policier qui fait c'est votre gorille, ça? Puis il est comme ouais, c'est moi. Puis tu as l'impression que il n'y a aucun remords sur ce qu'ils viennent de faire, puis que tu n'as pas l'impression que le policier le blâme non plus là, d'avoir un gorille qui vient de détruire, genre, de mobiliser les ressources de l'armée, puis de détruire une partie de la ville. Là. Mais ça a l'air que c'était plus implicite qu'autre chose, parce que après ça, dans la suite, mettons, l'histoire de la suite, c'est que Dunham, il est ruiné parce qu'il y a plein de poursuites sur le dos à cause des événements, puis tout, puis il décide de se sauver, chercher un trésor, genre sur l'île. Fait que c'est ça. Pour répondre je sais pas si ça répond à ta question, mais oui. Mais c'est ça, tu vois vraiment la différence là, de la façon qu'elle se laisse prendre à la fin. Puis justement, tu as des beaux moments de grâce là, avec quand ils sont à Central Park, là, avec quand ils glissent sur le lac. Là.
Ah ouais, je me rappelle. T'as pas ça là, dans le film original. Là. C'est-tu comme dans Fantastic Beasts? Dans le fond, c'est une scène semblable à Fantastic Beasts, le premier. C'est vrai. Ouais. Ben, il y a beaucoup de. Ben, tu sais, Fantastic Beasts fait beaucoup penser à King Kong aussi, genre dans le fait que ben, dans la reconstitution de New York qui a été faite exactement de la même façon, là, en studio avec des effets rajoutés en hauteur tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a ça en plus. Là. Mais c'est New York à peu près à la même époque. C'est à la fin des années 20, il me semble. Ou au début des années 20, en tout cas dans les années 20, le premier Fantastic Beasts. Mais ouais. On vient de planter un épisode. Là. Hein? On vient de planter un épisode. Tu veux faire un épisode sur Fantastic Beasts? Ben, sur Harry Potter. Ok. Ouais, ouais. Ça fait 2 épisodes qu'on plante aujourd'hui. Lequel? Hmm? Quel autre? Godzilla. Ah ouais, ok. Ouais. Sinon, ah oui, puis je voulais revenir à la fin quand King Kong il meurt. Là. Puis tu vois Anne qui est toute triste en haut de l'Empire State Building, puis genre elle tend sa main vers le bas, vers King Kong qui est tombé. Puis là, tu vois, tu sais, le plan il est magnifique, là, tu vois, elle est là, elle est penchée. Puis là, t'as Jack qui arrive, qui grimpe en arrière, qui apparaît dans l'image. Puis tu sais, qui s'est mis à la poursuite d'Anne parce qu'il s'est rendu compte qu'il l'aimait, puis il voulait aller lui dire, genre. Fait que là, t'as comme elle qui vient de perdre son espèce d'amant toxique, violent et colérique qui viennent de mourir. Puis là, t'as l'homme providentiel qui va la guérir, qui arrive en arrière. Je trouve ça drôle. Le symbole est fort. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as beaucoup, dans celui de Peter Jackson, t'as beaucoup l'histoire de la Belle et la Bête, là, dans l'espèce de relation entre Anne et Kong qui évolue de la même façon. Mais ce que je trouve drôle, c'est que c'est comme moins présent, si on veut, dans le film original, sauf qu'il insiste énormément là-dessus. C'est-à-dire que le film commence par un proverbe arabe là, qui parle de la Belle et la Bête, puis ça finit, il en parle d'autres fois dans le film, puis ça finit évidemment avec la même réplique que le film, là, que c'est pas les avions, mais c'est la Belle qui a tué la Bête. Là. Mais c'est ça, je trouve ça drôle parce qu'il insiste vraiment beaucoup dans le film original, mais je veux dire, Anne en tant que telle, elle tombe pas amoureuse ou elle se prend pas vraiment d'affection pour Kong, il me semble. C'est peut-être un peu, mais pas tant que ça. Là. Surtout pas comparé à celui de Peter Jackson. Mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment. Ça fait partie des espèces de grands chefs-d'œuvre hollywoodiens, même si, bon, artistiquement, c'est très néo-zélandais, là, mais ça reste très hollywoodien. C'est un peu un grand chef-d'œuvre hollywoodien de cette période-là. Là, ça fait partie tu parlais de Titanic, Le Seigneur des Anneaux, King Kong. J'ajouterais Braveheart, mais je sais que t'aimes pas Braveheart. Là. Mais c'est comme une espèce de chef-d'œuvre de gros film grand public. C'est des films épiques. Là, des gros films épiques. Oui, exact. Là. C'est vraiment... Mais tu pourrais-tu comparer ces genres de films-là aux gros films épiques des années genre 50-60 qu'il y avait? Là? C'est un peu l'âge d'or, un peu. Là. Ouais, peut-être. Mais genre les gros péplums ces affaires-là. Ouais. Ouais. Ben, peut-être, j'imagine. Après, ouais. Après, c'est quand même différent. Les films des années 2000, ces gros films-là, ils tiennent plus d'une logique qui s'est établie dans les années 80, mettons, là, des gros blockbusters, là, à partir de l'époque des blockbusters. Ouais. Qui avait aussi comme caractéristique de... c'était quand même eu le nouvel Hollywood entre les deux qui fait en sorte que le réalisateur a quand même gagné de l'importance par rapport au studio, même si c'est pas le nouvel Hollywood, mais t'as quand même quelque chose qui en est resté.
Puis, ben, tu sais, justement, par rapport à ça, tu sais, le film de Peter Jackson, c'est un film de Peter Jackson. Tu sais, c'est pas King Kong, tu sais, c'est Peter Jackson qui fait ça. Contrairement à, mettons, des gros films de blockbuster, même, c'est, mettons, King Kong contre Godzilla, mais on sait pas tant c'est qui, puis on s'en fout un peu de c'est qui. Tu sais. C'est vrai. Puis tu sais, à l'époque, tout le monde en parlait comme du King Kong de Peter Jackson. Là, je veux dire, tu sais, c'est 2005, là, j'avais quoi? J'avais... Tu sais, on avait 11 ans, puis on savait que c'était Peter Jackson qui faisait le film. Ouais. C'est vrai, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, après, Peter Jackson, ça reste aussi, tu sais, il reste aussi producteur du film, puis tu sais, il a sa compagnie d'effets spéciaux, tu sais, c'est quand même quelqu'un de puissant. Mais Ah, puis savais-tu, justement, par rapport à ça, c'est lui qui a eu le plus gros cachet de réalisateur dans l'histoire. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est lui, puis Jean-Christopher Nolan pour Dunkirk. Il a fait 20 millions pour le réaliser, dans le fond. hum. Il n'y a personne qui a fait plus que ça pour réaliser un film. Fait que, intéressant. Pour King Kong, ça? Ouais. 20 millions. Hum. Mais ouais, non, c'était vraiment. Qu'est-ce que je vais te dire? Quelque chose? Euh, ouais, tu trouves-tu, c'est ça, on a parlé des effets, mais tu trouves-tu que le film a vieilli visuellement? Ou... Pas tant, non. Pas tant. Mhm. Je trouve que tu sais, ça a vieilli un peu. Tu sais, des fois, on voit des. Quand ils sont sur le bateau en direction de l'île, tu vois des plans où sont vraiment. Où tu vois vraiment le bateau, puis ils sont sur l'eau, puis tu as l'impression qu'il n'y a aucune retouche numérique. Puis après ça, tu as un autre plan après, que là, tu vois l'incrustation en arrière, puis toute la lumière est artificielle. Là, c'est autre chose. Mais Mais bon. tu sais, c'est pas risible. Là, tu sais. C'est sûr que ça va vieillir, puis Non, non, c'est mais sûr. tu sais, ça reste un film d'une certaine époque. Non, Mais c'est sûr. c'est beau Tu pareil. sais, la dernière fois que je l'avais vu, je sais pas si ça fait combien, c'était il y a 3 4 ans peut-être la dernière fois que je l'avais vu. Je sais pas si c'est parce que j'avais gardé le souvenir que cette scène-là était mal faite, que là, quand je l'ai revu, je me suis dit, ah, c'est pas si pire finalement. Ou c'est parce que j'ai comme moins vu de gros films à effets spéciaux récemment. Je sais pas. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais je trouvais que quand je l'avais revu, je me souviens que je trouvais que la scène où ils se font poursuivre par les diplodocus qui courent entre les jambes, que ça avait vieilli, là. Comme que tu voyais les effets là, quand même, les incrustations et tout ça. Mais c'est pas si pire. Là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas Jabba the Hutt dans Star Wars 4, je pense, qu'il a rajouté en 97. Là. Ah, Non, c'est pas ça. c'est spécial. Non, non, c'est sûr. C'est pas. Dans... C'est dans Jurassic Park 2 que tu vois vraiment tout le temps la différence entre OK, maintenant c'est un animatronique, ah, maintenant c'est un effet numérique. C'est comme ça alterne entre les deux, puis tu le vois tout de suite. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça là, que je voulais dire là, sur ce film génial. Là, je t'amène sur ma réflexion. Ben vas-y. Ben, tu sais, dans le film, à un moment donné, je t'en avais déjà parlé, là, puis c'est quand il ramasse King Kong puis qu'il prend dans le bateau, puis là, il dit « Ah, je vais être millionnaire, tu sais, je vais faire des millions avec ça. » Puis on dirait que c'est un peu une critique du film sur le film en soi. Je sais pas s'il y a ça dans l'original ou ça vient de Peter Jackson ou du scénariste ou c'est juste moi qui pense à ça. Puis c'est comme si, OK, on a une bébite, on va faire des millions, puis là, il perd le contrôle de sa bébite, puis ça vient faire des dommages. Puis est-ce que la bébite pourrait être comme le gros blockbuster, puis à un moment donné, quand tu perds le contrôle de cette grosse machine-là, ben, tu sais, ça fait des dommages à la culture, ça fait des dommages à plein d'affaires qui sont comme, ben, c'est pas irréversible, là, mais c'est dommageable. Ça fait du sens? Ou ben, Ben, il y a une certaine critique intéressante. Après, je sais pas, peut-être. Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr, mais tu sais, t'as aussi, tu remarqueras qu'après ça, tu vois comme le contraste entre, tu vois la scène, la salle, le théâtre où il présente King Kong à la foule, que là, c'est la grosse affaire spectaculaire, puis mais tu sais, complètement irrespectueuse de tout. Puis tu vois, en parallèle à côté, Jack Driscoll qui présente sa pièce dans une petite salle avec pas beaucoup de monde. On dirait que c'est la COVID puis que les gens sont distancés pour les sièges. Puis
c'est ça, puis t'as le contraste. Puis en même temps, tu vois, t'as la grosse scène immorale avec King Kong, puis à côté, t'as la petite pièce que tout le monde a l'air heureux, puis Jack a l'air content de sa pièce, puis tout ça. Là. C'est comme si la grosse affaire qui n'a pas rapport va faire bien plus d'argent puis bien plus de recettes que la petite affaire honnête que le gars il met son cœur dedans. T'sais. Ouais. Tu sais, à la En base même temps, aussi, tu sais, Jack Black, il veut juste aller faire son film au départ. Là. Puis il fait son film à lui, puis après ça, ben, ça se ramasse une grosse machine. Ça peut être un. il a perdu le contrôle. C'est ça. Un peu comme Peter Jackson, est-ce qu'il a perdu le contrôle sur ce film-là? Mais en même temps, je veux dire, je pense que je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'autoflagellation, là, que ça reste quand même un. Je pense pas qu'il était pas fier de son film, là, mais ben, surtout que, je veux dire, ça c'est un élément de scénario, je veux dire, ça se retrouve au début là, quand même de la production. Là. C'est pas. Mais ça, C'est tu pas. l'as pas dans l'original. Tu l'as pas cet aspect-là. Ben, le fait qu'ils disent qu'ils vont faire des millions, je me demande si c'est pas une réplique du film original. OK. Mais c'est sûr, la pièce de Jack, non. De toute façon, Jack, c'est un marin. T'as pas de dédoublement d'intrigue dans le film original. À la fin, sont là, sont au. Jack, il est là avec la présentation de King Kong, puis il est sur scène. Puis Anne aussi. Mais c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est sûr quand tu regardes en plus Peter Jackson après ce film-là, il n'a pas fait de film pendant 4 ans, puis son film suivant, c'était un film avec un bien moins gros budget, puis beaucoup moins d'effets spéciaux. Là. C'est The Lovely Bones, là. La fille qui se fait. Ben, c'est sûr que tu sors Sacha de, Ronan qui se fait enlever. tu sors de 4 films de 3 heures ou genre 4 heures les versions longues qui doit être genre extrêmement épuisant, tu vas être brûlé. Là. Fait que t'as pas le Ah non, choix de c'est faire un clair. break. Là. Ouais, c'est clair. Au moins, c'est pas comme. C'est moins pire que George Lucas que. Après le premier Star Wars, il n'a rien réalisé avant 22 ans, avant Star Wars épisode 1. Ouais. Mais Ben, il aurait peut-être dû rester, plus jamais faire de film. Mais, ouais. mais ouais, non, c'est ça. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais en même temps, quand tu parlais aussi de perdre le contrôle, puis de les gros blockbusters, tout ça, après, on peut aussi voir ça, nous, de l'extérieur, puis se dire, ah, ça, c'est un grand blockbuster qui a fait du spectaculaire, avec de la bonne façon, puis tout ça. Puis là, sauf que, il a contribué à développer toutes sortes d'effets spéciaux, puis tout ça. Puis là, après, ben là, c'est le MCU, puis Marvel, puis Avengers qui va sortir, qui est complètement une destruction de tout ce qui est supposé être bon au cinéma. C'est ça. Tu me laisses tout seul là-dedans, c'est ça? Ouais. Je porte pas de jugement. Mais t'as rien vu, je pense, du MCU, genre à part Iron Man. Ouais, c'est quand j'étais plus jeune, mais sinon, non, j'ai rien vu. Ça m'intéresse pas tant. Mais, ouais. Mais j'ai essayé de m'y intéresser dans les dernières années. Puis ça a été la grande désillusion. Mais c'est ça. Mais un truc qui me fascine aussi avec ce film-là, c'est que la première fois que j'ai revu ce film-là, il y a comme 3-4 ans, là, je m'étais dit, aïe aïe, j'aime tellement l'idée, j'aime tellement la démarche de faire un remake comme ça qui est fidèle, qui rend hommage, un film qui était vraiment spectaculaire à son époque. On décide de faire pareil aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais pourquoi commencer avec King Kong, qui est un film de 1933, quand le cinéma était déjà rendu vieux, alors que tu peux remonter 30 ans plus tôt, puis faire un remake du Voyage dans la Lune de Georges Méliès avec les moyens d'aujourd'hui, la narration d'aujourd'hui, puis les ambitions d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, genre, ce serait mon rêve vraiment, là. Tu me donnes un budget illimité, puis tu me demandes qu'est-ce que je veux faire.
Moi, je veux faire un remake du Voyage dans la Lune. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, tu vas me dire que je suis un puriste, puis que là, moi, je pense que on n'arrivera jamais à aller chercher la magie que le premier a été allé chercher parce que c'était unique, puis comme, tu sais, c'était le début du cinéma, puis comme tout ça, ça s'est jamais Mm. vu. Sauf que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec King Kong, ben, ça me fait taire un peu, puis il y a probablement quelque chose de bon à faire avec ça, c'est sûr. Tu sais. C'est sûr, C'est ça, certain. tu sais. Mais tu sais, je veux dire, un remake de toute façon serait, tu sais, un remake de la façon dont je t'en parle, ce serait tellement différent que jamais ça éclipserait le film original, de toute façon. Hein. Fait que, tu sais, de recréer la magie ou pas, tu sais, ce serait surtout autre chose, là. mais qui, mais qui en serait un petit peu dépendant dans le sens que ce serait vraiment un hommage au film original, mais qui pourrait quand même exister, être agréable par lui-même, là, clairement. Mais que ça effacerait pas l'original, ça viendrait surtout pas remplacer l'original. Moi, ça m'étonne que ça n'existe pas déjà. C'est plus ça l'affaire. Je comprends pas que ça n'existe pas déjà, parce que me semble que c'est une bonne idée, là, mais je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, le voyage dans la Lune, c'est comme. C'est une espèce de trip de cinéphile, je veux dire, dans le sens que King Kong, c'est un vrai grand succès populaire du cinéma que tout le monde connaît, puis euh, que plein de gens ont vu, tandis que le voyage dans la Lune, ça reste plus niché, entre guillemets, même si c'est connu pour un film niché, mais ça reste niché. Ben, ça faut que tu t'intéresses au début du cinéma, parce que sinon, t'entendras jamais parler de ça. Là. Mm-hmm. À part si t'écoutes Hugo. Ouais. Mais c'est ça, je veux dire, en tout cas, moi, c'est une idée qui m'emballe. Après, c'est sûr, quelqu'un qui pourrait dire que, de point de vue philosophique, 2001, Odyssée de l'espace, c'est le successeur du voyage dans la Lune. Puis, ou même que, quelqu'un pourrait même dire que Star Wars, vu que là, on est dans le grand film de science-fiction fantaisiste, ben là, c'est comme la succession du voyage dans la Lune. Probablement, mais bon, j'ai une approche plus terre-à-terre sur la question de vraiment faire un remake direct du film original. Ouais. Mais je pense que ce serait vraiment... En tout cas, moi, c'est mon rêve. Ouais. On se Fais-les. termine là-dessus. Fais-les. Tu veux que je le fasse? Fais un dépôt à Sodec, là, dire, je vais faire un remake. Ah, mais tu sais, puis je veux dire, bon, OK, c'est sûr l'influence King Kong est assez évidente, mais c'est sûr je le vois commencer par une espèce de Paris en 1900. Là. Ah, ça serait vraiment intéressant. Tu peux même situer ça pendant l'exposition universelle, je pense que c'est en 98. Je sais plus, 1900. Mais c'est ça, tu situes ça là-dedans, puis là, t'as le professeur qui commence à donner son cours, à expliquer de comment ça fonctionnerait pour aller sur la Lune, puis là, après ça, t'as le lancement, puis tout. Non, ce serait malade. Ouais. Effectivement. Mais bon, ça reste une idée comme ça. À suivre. Bon, Okay. ben, ça va être ça. C'était bon. Excellent. Ben, à plus tout le monde. Surtout toi, Benjamin. À plus.